Nous retrouvons nos chers amis pour la suite du débat avant de parler du Togo et de cette sortie du professeur Komi Kouvon. Il faut que l'administration soit juste, efficace, équitable et transparente. Nous continuons un peu notre périple sur Bamako. Les autorités de transition expulsent l'ambassadeur de France à Bamako. Alors, Germain Pouli, après l'intervention de Pasteur Edo Komi, vous aviez voulu ajouter quelque chose. Oui, c'est lui plutôt qui avait la parole, C'est plutôt lui. Oui, donc c'était moi Pasteur- qui avais la parole. qui était en Donc train je disais que c'est vrai quand même que l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali peut engendrer beaucoup de conséquences. Si jamais, si la réciprocité est appliquée par la France, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont tomber à l'eau, naturellement, s'il faut le dire. Mais je crois qu'on ne peut pas faire, de l'omelette sans casser de l'œuf. Aujourd'hui, c'est clair que le Mali est en train de montrer une voie que nous allons suivre, que nous devons, c'est une obligation pour nous, peuple d'Afrique, de suivre, pour prouver à la France que l'indépendance qu'on nous avait donnée pendant plus de 50 ans, c'était quelque chose c'était pacotille, ce n'était pas réellement ça. Mais aujourd'hui, nous réclamons notre indépendance, nous voulons être réellement indépendants. Et donc, quand vous prenez les 11 accords coloniaux, Samuel, les 11 accords coloniaux, quand vous voyez, c'est criminel. La France devait en principe être traduite devant les tribunaux pour avoir signé cet accord avec les peuples. Quand vous lisez, où la France était, c'est-à-dire l'intérêt de cet accord-là, en fait, quand vous signez un accord, l'accord doit profiter aux deux parties. Mais quand vous prenez les 11 accords, ça ne profite en rien. Sauf que ce n'est pas seulement la France seule qui a signé les accords. Je dis ça ne profite pas au peuple d'Afrique. Parce que pour commander, pour faire l'armement, même s'il y a la guerre, tous les États d'Afrique doivent soutenir la France contre. Donc quand vous lisez, c'est criminel. C'est criminel. C'est pourquoi il faut reviser les accords. Nous ne sommes pas d'accord qu'on finisse, il faut reviser, il faut réformer. Ces accords-là, il faut les revoir, que ça soit de gagnant, un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Ce n'est pas ça le cas. Pour passer un produit, pour une commande, pour vendre, il faut que la France dise « je n'en veux pas de ce produit » avant que la Chine achète. Mes chers amis, c'est quelle histoire? On doit quoi à la France? Qu'est-ce qu'on doit à la France? C'est une dette? Est-ce que c'est une dette? Non, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes debout. En tout cas, les peuples d'Afrique sont debout et la France doit savoir. Donc, il ne faut pas... Le Mali a intérêt, a droit à expulser l'ambassadeur de France pour prouver à la France quand même que ce n'est plus. Les choses ne sont plus comme avant et qu'il y a un réveil de conscience. Et la France doit tenir compte de tout ça pour nous traiter. Et si ce n'est pas le cas, je crois que qui va perdre? Nous allons perdre, mais la France va perdre. La France qui est 5e puissance économique aujourd'hui, qui est à 70% pauvre. Pas seulement grâce à... Je dis qui est à 70%, son territoire, sa terre est à 70% pauvre, il n'y a rien. Qui est 5e puissance économique, ça sert à quoi? La France, sans nous, elle ne sera rien. La France doit savoir ça, que sans l'Afrique, elle ne sera rien. Et je crois aujourd'hui, nous sommes conscients que c'est comme ça. Il faut que nous-mêmes, nous puissions nous lever pour promouvoir notre propre développement. Alors, Germain, quelles sont les conséquences de l'expulsion de l'ambassadeur de France à Bamako et les conséquences si la réciprocité est respectée par Paris? Oui, on a abordé un peu, ça va ressembler à une rupture des relations diplomatiques, mais en même temps, il y a plusieurs accords qui existent, qui ne sont pas rompus. Et comme on le disait, que le Mali veut remettre en cause, veut modifier, ou veut qu'on rediscute les termes. Donc, moi, je pense qu'avec cela, c'est un message envers Paris sur la détermination de ce gouvernement-là à faire évoluer les choses. Maintenant, à côté, il y a le partenaire russe qui est là, qui laisse croire que le Mali compte sur la Russie et sur d'autres partenaires avant de rompre avec la France, parce que généralement la France et ses anciennes colonies maintiennent des relations assez privilégiées dans plusieurs domaines. Et donc aujourd'hui le Mali ne peut pas
se débarrasse de tout ça facilement. Donc moi, je prends ça avec moins d'euphorie, hein. Je ne pense pas que le Mali se réveille, c'est le réveil de l'Afrique, hein. Avant, les militaires maliens, hein, il y a eu Sékou Touré qui a fait mieux que ça, Ouais. hein. Donc il y a eu Sankara qui a essayé aussi à sa manière. Mais en même temps, on ne peut pas dire, ben, on sort de la décolonisation française pour aller vers la colonisation russe Russe. ou turque, Ou turque chinoise. ou chinoise. Donc, certains diront, bon, les Français ont trop volé, si un autre vient voler, c'est pas grave, c'est la même chose. Mais je pense qu'en se réveillant, il faut compter déjà sur Sur nous-mêmes, sur sur ses nous-mêmes. propres forces. C'est-à-dire que l'armée malienne aurait pu se départir de la France et se dire, nous-mêmes, nous allons régler le problème. Nous prenons des instructeurs russes, tout ça, bon, ça c'est une autre paire de manches, mais demain le combat sera plus économique, il ne sera pas sécuritaire. Hein, sur le plan économique, on a des partenariats avec la France qu'il va falloir peut-être réviser, mais l'Afrique ne peut globalement se réveiller que si elle travaille beaucoup plus. Parce que nous vivons plus des aides. Nous demandons de l'aide à tout le monde, pas seulement à la France, mais à tout le monde. Et si nous ne changeons pas cela, aujourd'hui on dit, bon, les Russes viennent nous aider. Mais les Russes aussi, c'est des Blancs, hein, comme les Français, ils viennent par intérêt. Donc après on se dira, bon, les Russes là, ils ne sont pas aussi réglo, les Chinois viendront nous aider. Il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Bon, on va travailler pour être là où nous souhaitons être. Si nous disons demain on n'a plus besoin de Français, on n'a plus besoin de Russes, on n'a plus besoin de Chinois, il faut qu'on soit capable de faire nous-mêmes ce que ce peuple-là De transformer nos matières premières. nous apportait. Donc c'est là où moi je vois la difficulté de l'Afrique. Il ne s'agit pas d'un éveil politique et qu'on dise bon on se réveille, et on quitte les bras d'un blanc, on va se jeter dans les bras d'un autre blanc pour revenir après-demain. Et quand ces deux puissances-là qui sont en confrontation sur d'autres terrains Peuvent s'aider, peuvent vouloir vont s'aider. s'entendre, Pour s'aider. vont s'entendre au Mali, c'est l'Afrique qui va perdre parce qu'on a comme l'impression qu'on peut chasser facilement la France du Mali, il n'en sera rien du tout. Donc on peut permettre l'implantation de la Russie, de la Chine, de la Turquie et tout ce qu'on veut, mais on ne pourra pas. Et donc l'Europe aussi est à côté. Le message de Bamako aussi, je pense que Ça sonne. il veut s'adresser un peu à toute l'Europe parce que ça arrive à un moment où la France occupe la présidence européenne. De l'Union Et européenne. comme Bamako ne souhaite pas que la France utilise l'Europe pour les broyer totalement, donc il préfère déjà, c'est une sorte de chantage hein, qui permet de remonter, de se dire, bon, on va traiter avec les Européens individuellement Idéalement. et traiter avec la France aussi individuellement. Et donc c'est cette posture-là aussi assez stratégique que le Mali adopte. Mais derrière tout cela, c'est que qu'est-ce que nous apportons nous-mêmes en tant qu'Africains à régler nos problèmes si on se dit on veut un continent indépendant. C'est pas sur Wagner ou le gouvernement russe qu'on peut compter pour régler nos problèmes. Il faut que nos armées commencent elles-mêmes par régler le problème sécuritaire. Il faut aussi que nos hommes politiques aussi règlent ces problèmes parce qu'on le dit aussi, certains dirigeants l'ont bien compris. Ce terrorisme-là aussi trouve un terreau fertile dans la pauvreté des populations. Donc, C'est il parce faut que apporter les des solutions à populations tout sont cela. pauvres aussi que facilement elles sont embarquées dans ces aventures-là. Donc il faut aussi cette bataille-là sur ce terrain-là et que les dirigeants donnent plus à manger à leur population, qu'on mette les populations au travail. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc ce qui se passe au Mali aujourd'hui, je ne vois pas un réveil assez profond de l'Afrique. C'est que l'Afrique se dit on va changer de partenaire. C'est ce qui est en train de se jouer. Mais au-delà du changement de partenaire, il faut que l'Afrique s'organise elle-même pour prendre le contrôle de son destin. Et si nos organisations comme la CEDEAO sont fragilisées, ça m'étonnerait qu'individuellement on arrive là. Parce que si aujourd'hui ceux qui sont déjà puissants pensent à s'organiser, on assiste à l'Union européenne, quand on arrive à avoir une intégration assez avancée comme au niveau de la CEDEAO et qui, on l'espère, pourra permettre d'arriver à une UA
une Union africaine un peu plus consolidée, ce qui reste encore lointain. Donc le combat est difficile, donc ce n'est pas individuellement que le pays s'en sortira, mais chacun individuellement peut se battre, mais collectivement aussi, il faut penser à des réponses à l'échelle continentale. Donc sans cela, ce réveil du Mali, c'est vrai, par rapport à la fierté, bon, on a viré un ambassadeur français, on est content de l'avoir viré. Le Togo aussi en a viré des diplomates ici, et tout ça, le Bénin aussi en a viré. Mais ce n'est pas encore ça. Donc, je pense qu'au-delà de ce jeu diplomatique-là, il faut qu'un éveil de conscience plus profond se fasse et qu'on prenne notre destin en main, c'est-à-dire qu'on travaille dans tous les domaines pour nous affranchir de cette assistance, de cette aide de l'aumône. Et de cette aide finalement qui se révèle ne pas être une aide, parce que quand les gens vous donnent par la main droite, ils retirent beaucoup plus par la main gauche. Donc finalement, ce n'est pas une aide et il faut que l'Afrique se réveille un peu dans toutes ces dimensions-là. Allez, on file au Togo. On va donc quitter Bamako pour Lomé. Des universitaires du Togo attaquent la mauvaise gouvernance administrative. Pour eux, la corruption, le passage illicite des marchés publics, le viol de la loi et l'impunité ne doivent plus avoir droit de citer au Togo afin d'éviter qu'il y ait un état de nature. Pour cela, le département de philosophie de l'Université de Lomé a organisé vendredi une conférence sur l'éthique et la bonne gouvernance administrative. Des solutions éthico-politiques à un désordre social ont été identifiées. Pasteur Edo Komi, la conférence a été organisée de concert avec le laboratoire d'histoire, de philosophie et de sociologie à l'Université de Lomé. Justement, c'est pour apporter des solutions à ce qui se passe dans l'administration au Togo. Donc il faut reconnaître quand même que avec des remaniements, des réformes qu'il y a eu au niveau de l'université de Lomé, avec le professeur Tigbe qui a pris aujourd'hui le truc de la direction de la recherche et de l'innovation, c'est ça? Oui, recherche et direction de la recherche et de l'innovation. Alors on commence par voir les fruits, un début de fruits de recherche à l'université que je salue. Parce que la dernière fois, nous avions été invités justement par le professeur Tigbe, c'est par le ministre Kokoroko qui est le président de l'université, pour assister à une conférence sur le mobile money et l'invulnérabilité des couches, enfin des couches. Donc c'était tellement très bien et c'est suite aux recherches d'être professeur d'économie. Et ça nous a fait vraiment du bien. Le débat a été très houleux. Et je pense que ce débat aussi vient à point nommé que les universitaires fassent des recherches, produisent des recherches, fassent des recommandations pour permettre à l'ensemble de la société togolaise de pouvoir s'identifier et pour l'amélioration des services à rendre aux citoyens. C'est très important et je salue quand même ce professeur-là qui est en train de faire un bon boulot à l'université. Maintenant, l'administration togolaise, vous savez, il y a des efforts, des tentatives qui ont été faites pendant des années pour la rendre moderne, pour la rendre efficace, pour la rendre plus proche des administrés. Ça n'a pas été exactement ça, mais la solution a été l'effectivité du processus de la décentralisation avec les élections municipales qui ont été organisées le 30 juin 2019. Ça, c'est une partie de solution. Maintenant, les services à rendre aux citoyens, est-ce que là, il faut maintenant se fonder sur ça? Est-ce que les services sont efficaces? Est-ce que les services sont rendus à temps normal, à temps, comment le dirais-je, c'est-à-dire au temps voulu? Est-ce que les citoyens sont bien servis? Sont bien servis et sont satisfaits. Ils sont satisfaits des services que rend l'administration. Donc c'est là où il y a le problème. Et surtout quand on parle des marchés publics, il faut reconnaître quand même qu'il y a 1 an, 2 ans de cela, il y avait quand même des dispositions qui pouvaient permettre l'amélioration.
Et tout récemment, je crois que pour la passation de services, il y a eu quand même d'amélioration au niveau, au niveau du gouvernement. Et les temps aussi sont tellement réduits. Aujourd'hui, ça s'est passé à 21 jours. À 21 jours. Et ce qui, du coup, peuvent permettre une certaine perméabilité, hein, dans la passation de ce qui était lourd avant. C'était un peu lourd avant. Bon, donc ces réformes ont permis quand même de voir aujourd'hui très clair. Mais tout compte fait, le Togo étant un pays où la corruption, c'est vrai quand même que nous avons mis Aplusia, on a mis Aplusia en place. Mais est-ce que vous savez, Aplusia, quand vous prenez dans son article 3, alinéa 2 ou 3, Aplusia ne peut être que servi, ne peut être que sollicité, hein, à faire des recommandations, à instruire les dossiers qui sont transmis au procureur de la République. Donc, il revient. Aplusia est plus sur le papier. Oui, non, justement, Aplusia est sur le papier. Si vous prenez la loi, cette loi, je crois que c'est 2016, la loi 2016 portant création de Aplusia, c'est 2016-2015, ça ne donne pas la force. Aplusia n'a pas le pouvoir de répression, hein, des délits et des infractions assimilées. Non, Aplusia n'a pas ça. Aplusia fait instruit le dossier, transmet au procureur, aux autorités judiciaires, notamment le procureur, et il revient au procureur. La suite, il revient au procureur de la voir. Et donc, ça fragilise Aplusia. Et donc, ce qui fait que la corruption au Togo n'a pas encore trouvé solution à Aplusia. Donc, il faut renforcer. Et tout récemment, nous, on a fait une sortie, le mouvement Matel a fait une sortie pour demander au gouvernement de renforcer Aplusia pour qu'elle soit maître de son destin pour appréhender, pour réprimer et pourquoi pas, s'il y a des choses pour sanctionner toutes les éventuels fraudeurs ou bien s'il faut les avoir corrompus. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Ils ont raison, ce département a raison de faire ces recherches-là. Et maintenant, il faut que ces recommandations parviennent à qui de droit pour que notre administration, vous savez, l'impunité, on en a parlé, l'impunité, on n'en revient pas. Ça a été toujours un problème. Et la CVGR est passée par là, fait des recommandations sur l'impunité au Togo. C'est ça qui encourage les gens à continuer les mauvais actes et à faire des choses qui sont peu recommandables. Alors, Germain Pouli, professeur Couvent a parlé de beaucoup de choses qui n'encouragent pas la bonne gouvernance au Togo, dans votre pays. Il a parlé de la corruption, du passage illicite des marchés, le viol de la loi et l'impunité. Alors, tout ça là, est-ce que vous avez senti cela dans l'administration au Togo? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour apporter des solutions? Bon, je pense que ce sont des mots qu'on retrouve, hein, dans presque toutes les administrations, dans tout le pays. C'est un peu c'est générique. Peut-être à un niveau plus bas. Voilà, en fonction des niveaux. Pays. Oui, mais moi, plus concrètement, je salue cette initiative, hein, de réfléchir, parce que nous tous sommes des bénéficiaires des services de plusieurs administrations. Et je me joins déjà à Pasteur pour dire un peu nos félicitations à l'Université de Lomé qui fait un grand travail. En plus de ce qu'il a dit, c'est qu'il y a quand même un budget de plus de 100 millions, 150 millions qui a été voté par l'Université de Lomé par année pour subventionner la recherche. Hein, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus comme avant, quoi. Dans plusieurs domaines, on voit qu'on bouge un peu. Donc on essaie, l'université devient vraiment un temple du savoir où on a envie de faire des propositions. Donc c'est une bonne chose, c'est à saluer. Maintenant, l'administration, il y a des sondages, hein, qui le révèlent. De nombreux Togolais ne sont pas satisfaits des services publics. Il y a des domaines où, par exemple, au niveau de la santé, par exemple, dans les hôpitaux publics où les gens ne sont pas très satisfaits. Donc, il y a la corruption aussi qui est dénoncée, hein, dans plusieurs secteurs, notamment celui des transports et tout ce qu'on veut. Mais en même temps, je crois qu'on a un ministère qui s'occupe de la fonction publique et surtout de la réforme administrative. Ça veut dire que l'État même sent qu'il faut réformer cette administration-là. Et aujourd'hui, les efforts vont déjà au niveau
du personnel de cette administration-là. Vous savez qu'il y a longtemps, il y a des gens qui devraient partir à la retraite qui ne partent pas. Depuis un temps, on a observé des départs de retraite aussi bien dans l'armée que dans la fonction publique. Après, donc ce travail qui a été fait, il faut aussi des recrutements. Après, il faut aussi bien traiter ces fonctionnaires-là avec des augmentations de salaire. Beaucoup a été fait un peu par l'État. Et plusieurs fonctionnaires, notamment au niveau de la santé, surtout de l'enseignement, ont vu quand même leur situation valorisée. Mais est-ce qu'en retour, ceux qui bénéficient de ces services-là sont contents? Pas tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on dise la mauvaise gestion administrative règne maître au Togo. Oui, bon, en même temps, c'est un peu trop dire. Hein. Il y a des efforts qui se font. Hein. J'ai parlé un peu de certaines choses qu'on a observées. Et maintenant, le Togo est sur un ambitieux programme de digitalisation de l'administration. Et je crois que si on arrive à le faire, on a commencé dans certains domaines, comme la nationalité, comme le casier judiciaire et tout ça. Donc on arrive maintenant, on veut que chaque Togolais ait une identité numérique pour faciliter justement le travail de cette administration. On est en train de pouvoir mettre en place cette assurance maladie universelle et on a besoin de tout centraliser, d'avoir toutes ces données-là. Les efforts sont faits vers la modernisation. Mais moi, c'est le personnel et les bénéficiaires qui m'intéressent. On parle de corruption aujourd'hui. Vous allez demander un service, vous êtes obligé de donner un peu d'argent pour que ce service qui est gratuit vous soit offert dans les meilleurs délais. Parfois, on vous demande l'argent. Parfois, c'est vous qui proposez de l'argent. Parfois, on se tait sur le dossier. Voilà, et quand ce n'est pas fait, vous êtes sûr que ça ne prendra pas du temps. Et là, je salue quand même l'avènement de la décentralisation des mairies. Aujourd'hui, dans le cadre de légalisation, il y a des mairies qui font un travail extraordinaire. Parfois, vous attendez, on vous légalise votre document. Vous prenez, vous partez. Ça, on n'a jamais vu. Vous 112 heures. Et on vous dit de revenir dans 2 ou 3 jours. Parfois, vous revenez en cherchant, on ne trouve pas. Bon, le maire ou le conseil qui devait signer n'a pas signé. Revenez demain. Mais aujourd'hui, tout ça, là, c'est économie. Il y a même des maires qui ont fait l'effort de rapprocher ce service-là. Vers la population, en créant même des services annexes. Des annexes où, donc, il y a quand même ces efforts-là qui sont faits. Je ne sais pas si ce rapport, je ne l'ai pas lu en entier, s'il a tenu compte un peu de tout ça. Maintenant, c'est le personnel de l'administration qui doit savoir qu'il est au service des populations. Quand vous allez... Il est payé pour ça. Les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont là pour vous servir. Vous arrivez aujourd'hui avec le phénomène de WhatsApp. Le monsieur ou la dame, souvent ce sont les dames. Elles font WhatsApp, à peine elles répondent à votre bonjour. Et tout ce que vous le dites, c'est quand vous êtes venu la déranger. Et on pense que c'est une faveur, Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut vraiment revoir. Et peut-être aujourd'hui, on assiste à un gouvernement qui a fait signer des engagements au ministre. Nous, on a estimé que c'était un bon départ. Ce qu'on aurait souhaité, c'est que les ministres même fassent signer ces engagements par leurs subalternes. Que les DG, les directeurs des départements, tout le monde signe. Et que ça soit traduit dans les actes. Que chacun respecte. Bon, ça, on n'a pas assisté à ça. Maintenant, est-ce que les ministres arrivent véritablement à contrôler tout ce qui est fait? Est-ce que, bon, il y a quand même des administrations qui font quand même la fierté. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au CFE, au Centre des formalités des entreprises. La première fois, j'y étais pour faire mes papiers il y a 2 ans. Ben, je dépose mon dossier, on me dit... Vers 11h, on me dit, vous passez à 15h, cherchez votre carte d'opérateur économique. Bon, et je lui demande quel jour. Moi, elle me dit, mais aujourd'hui. Je dis, mais là, je pars à 11h, je reviens à 15h. La dame me dit oui. J'étais content. Je suis revenu 3 heures de temps après. J'avais mon truc. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut reconnaître que ça avance. Maintenant, il y a plusieurs domaines dans lesquels c'est assez difficile. Il faut un véritable contrôle. Et puis, c'est pas, bon, on ne va pas rester aussi accuser l'administration. Comme je l'ai dit parfois,
Nous-mêmes, nous favorisons cette corruption-là. Le policier vous arrête, c'est vous-même qui lui proposez de l'argent pour qu'il vous laisse partir. C'est pas lui qui vous demande. Vous allez quelque part, c'est pas la personne qui vous demande, c'est vous qui lui tendez la main. Donc, quand vous donnez, les autres ne donnent pas, vous poussez la personne à accorder une faveur spéciale à votre dossier par rapport aux autres qui n'ont pas donné. Voilà, donc nous-mêmes, nous cultivons un peu cela. Et je crois que, la réflexion est bonne. Peut-être que je chercherai à avoir un peu ce rapport-là. Moi, je dis les choses telles que je les perçois, mais il faut féliciter l'Université de Lomé pour cette réflexion-là, espérant que les recommandations iront vers de bons destinataires. Il ne faut pas aussi oublier les collectivités locales qui aujourd'hui, et comme on l'a dit, font un grand travail. Oui, Pasteur Edo Komi, aujourd'hui c'est mardi, vous voulez encore ajouter quelque chose? On pense. Non, je veux dire que il y a un aspect de la chose, je crois que quand par exemple, les citoyens envoient des courriers à l'administration, quelle que soit l'administration, même si c'est à la présidence, je souhaite vraiment quand même qu'il y ait au moins un accusé de réception. C'est-à-dire l'accusé de réception prouve que votre courrier est arrivé à destination et que plus tard, vous aurez une réponse définitive. Mais le fait qu'on se taise, en tout cas, tout courrier qui vient à la mairie, comme une Golf 2, on se charge de faire tout et tout. Soit on vous appelle au téléphone pour dire votre courrier est arrivé, soit on vous appelle de venir pour qu'on puisse échanger. Et je crois que nous avons mis toutes les dispositions en place pour que aucun courrier ne perde pas, on ne se perde pas, qu'on dise que votre courrier est perdu et qu'on le cherche, qu'on ne trouve pas. Ça, nous avons pris des mesures. Et je pense que c'est comme ça, ça va être même au niveau de la présidence, la primature, partout. Quand on envoie, un citoyen envoie un courrier, il faut toujours répondre au courrier, ou bien échanger avec les citoyens pour que les citoyens se sentent fiers d'être pris en compte. Cet aspect est très important. Votre ami, il va bien? Oui, dimanche, il va bien. Mais avant dimanche, je voudrais juste faire un coucou au directeur général de l'Ecobank qui a fait l'honneur au mouvement Martin Luther King aujourd'hui de déployer une grande délégation pour venir voir comment est-ce que le mouvement Martin Luther King travaille. Donc ils étaient dans nos bureaux, ça m'a fait une fierté. Il était très simple, le directeur général de l'Ecobank, et c'est le moment pour moi de saluer cet homme pour sa simplicité, pour son humilité. Je ne l'ai jamais vu. Ça a été vraiment, magnifique. Et vraiment, c'est un jour mémorable pour nous, pour moi et pour le mouvement Martin Luther, que nous avons reçu la délégation de la direction générale de l'Ecobank. Je suis fier. C'est vraiment, le monsieur est très simple et vraiment coco spécial à lui et à tout ça. C'est l'Ecobank, c'est la banque panafricaine. Écoutez, c'est notre banque à nous. Et nous devons pousser cette banque-là à aller au-delà des frontières. Vous allez passer à la comptabilité après. Et nous servir. L'Ecobank a fait qu'il a oublié son ami Dimas Dikodo. Non, mais Dimas Dikodo, il se porte bien. Je l'ai déjà dit qu'il se porte bien et un coucou spécial à lui. Jamais, ça a été un plaisir de vous avoir. Merci. Permettez que je salue tous nos collaborateurs journalistes qui travaillent avec nous dans des conditions très difficiles. Avec la pandémie, nos capacités financières ont été atteintes et nos collaborateurs, vraiment, c'est des gens motivés qui font l'essentiel malgré la situation assez difficile. Donc, je les salue et du courage, on s'en sortira. Merci, du courage également à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à vous, Germain Pouli. Merci également à vous, Pasteur Edo Komi. On vous dit également merci. On se retrouve la prochaine fois. À très bientôt. Merci.